Bonjour, je suis Nicolas Madeleine, je suis journaliste média et tech aux Échos. Bienvenue sur cette table ronde qui s'intitule Cinéma français, comment se réinventer à l'ère des plateformes. On a un très beau panel aujourd'hui avec de gauche, enfin de ma gauche, plus loin là-bas, Manuel Alduy, directeur du cinéma et des fictions numériques et internationales de France Télévisions. À sa gauche, Henri de Roquemorel, directeur du pôle images et médias de BNP Paribas, donc un financeur du cinéma. Elisabeth Darvieux, directrice générale chez Media One Pictures, qui est en charge du cinéma, de l'animation et des activités internationales de Media One. Nathanaël Karmitz, qui est co-directeur du groupe MK2. Et enfin, Alain Sussfeld, qui est l'ancien patron, l'ancien DG du groupe UGC, qui est aujourd'hui administrateur et bien sûr actionnaire du groupe. Alors, c'est assez facile de commencer parce qu'il y a eu le mois dernier une grande inquiétude sur le cinéma français, avec des états généraux du cinéma, parce que la fréquentation des salles était très mauvaise, hein, en particulier en septembre. J'ai l'impression que ça se redresse. Est-ce que vous pourriez commenter ce point et puis peut-être dire comment se présente l'avenir proche en expliquant pourquoi ça se redresse maintenant ? Peut-être Alain, si vous voulez. Bon, D'abord, il faut intégrer, si ça marche pas. D'abord, il faut intégrer la notion de temps. Ayant vécu déjà un certain nombre de situations de ce genre, il y a une problématique immédiate de penser que les habitudes qui sont constatées à un moment donné sont des habitudes irréversibles et qu'en réalité, c'est un changement majeur de pratique. Il ne faut jamais oublier que les salles de cinéma ont été fermées pendant pratiquement 18 mois et qu'on est dans une situation dans laquelle il y a eu en parallèle l'arrivée, en effet, et la domination à l'époque, le Netflix. Mais moi, j'aurais tendance à dire, juste pour être provocateur, que je trouve que votre titre, il est déjà un peu old-fashioned. Le vrai problème aujourd'hui, c'est probablement, on y reviendra tout à l'heure, celui de réinventer la place des plateformes. Et on le voit déjà à la suite de ce qui est en train de se passer depuis 8-10 jours. On y reviendra tout à l'heure. Et donc, moi, je suis très, très optimiste sur les conséquences de la multiplication des plateformes, de la concurrence entre elles, de la démonstration qu'à un moment donné, on ne peut pas être tout sur tout, et qu'il y a une véritable, comment dirais-je, fluidité des appels, avec des problèmes de coûts de production et un changement majeur d'attitude à l'égard des plateformes. Aujourd'hui, la bourse sanctionne les pertes. Je rappellerai simplement, on y reviendra tout à l'heure, mais que depuis un an, Disney a perdu 40% de sa cotation. Okay. Donc, le SMAD n'est pas, je dirais, le nirvana. Et plus il y aura de concurrence, plus ce sera compliqué. On en aura la démonstration tout à l'heure. Entre les deux, qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu deux phénomènes qui ont joué. Le premier des phénomènes, c'est la raréfaction de la production américaine dans les années de Covid. Et donc l'offre américaine a, en nombre, été faible depuis, grosso modo, 1 an et demi. Deuxièmement, on a un phénomène, je dirais, d'offre du cinéma européen qui, dans un premier temps, a été probablement contestable dans sa qualité, et qu'on constate que dès que cette offre devient attractive, par la nature des sujets, par la façon dont est présentée la présence des stars, la véritable, ça fonctionne, et ça fonctionne plutôt très bien. Et donc aujourd'hui, il faut être très clair, je reviendrai simplement 3 chiffres. On pense qu'on va finir l'année aux environs de 160-165 millions d'entrées. Je rappellerai 2 éléments. En ce moment, en Espagne, en Allemagne, en Italie, les chiffres ils sont plutôt de 60-70 millions. Deuxième élément, 160 millions, c'est de loin encore le premier marché européen.
okay, malgré la faiblesse de l'offre américaine. Et ce qui est très positif, c'est que dans cette période, il y a eu 2 temps. Le premier temps, qui est celui du retour des jeunes. Pourquoi? Parce que le cinéma, c'est la rupture avec la contrainte familiale. Et quand on a été pendant 2 ans cloîtré, on a envie d'en sortir. Le cinéma a été un facteur majeur de libération. Deuxième élément. Deuxième élément qui joue complètement aujourd'hui, c'est celui du retour progressif des vieux. On a eu des jeunes, on avait perdu les vieux. Les vieux reviennent, et les vieux sont des éléments majeurs de la fréquentation aux environs 200 millions de spectateurs. Okay? Donc, en conclusion, pour faire 200 millions de spectateurs, il n'y a qu'une solution, associer le cinéma américain et le cinéma européen. Quand il n'y a pas cette association, on connaît le marché, ça s'appelle l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, 120 millions. Donc le problème, c'est comment on améliore qualitativement l'offre européenne, comment on associe une multiplication de l'offre américaine pour retrouver l'attractivité totale de notre métier. Je suis très optimiste sur l'année 2023. Peut-être on peut enchaîner avec vous, Nathanaël. Avec MK2, est-ce que vous constatez la même chose, un retour de tous les publics? Et peut-être, quand vous voyez l'agenda des sorties de films, est-ce que vous pensez qu'on peut revenir à la moyenne des 200 millions des 6 dernières années avant le Covid, assez rapidement, peut-être en 2023 ou 2024 ? Oui, je partage complètement l'analyse d'Alain. Ce qu'on voyait déjà aussi pendant le Covid, c'est que globalement, dès que ça rouvrait ou que ça refermait, les films américains n'étant pas là, ce qui manquait, c'était exactement la part de marché du cinéma américain dans les entrées. C'est ce qu'on a continué à constater en cette rentrée. Et après, le cinéma amène ce genre de réaction qui est... Moi, en 2018, on me demandait toutes les semaines, les jeunes ne vont plus au cinéma, on est très inquiets pour l'avenir. Là, c'est les vieux ne sont plus au cinéma, on est très inquiets pour l'avenir. En septembre, c'était catastrophique. En octobre, on a battu des records. Et je vous garantis qu'en janvier, on se baladera tous sur les plateaux pour se féliciter de chiffres historiques du cinéma grâce à Avatar. Donc, c'est une petite habitude. Effectivement, c'est un métier de temps long. C'est bizarre, mais le cinéma, c'est 3 ans pour faire un film, c'est encore une petite année pour les sortir, c'est une année, on en parlera dans la chronologie des médias, avec des films qui vivent sur 2-3 ans derrière et qui créent de la valeur, et la salle est le premier créateur de valeur. Donc à ce titre-là, oui, pas d'inquiétude, et effectivement, c'est un métier d'offre, et dès que les films sont là, et c'est ce qu'on a vu ces derniers temps, et c'est ce qu'on a vu ces derniers temps, même sans grands films américains, il y a une vivacité de l'exploitation française magnifique. Moi, étant aussi en Espagne, effectivement, par comparaison, ces marchés très dépendants du cinéma américain sont eux plutôt à -50, -60, ont beaucoup plus de mal à s'en sortir. Le tout, il faut le préciser aussi, avec une aide d'État, globalement, qui est quasi inexistante par rapport à la France sur l'ensemble du secteur. Donc il faut aussi souligner ce point-là, c'est que globalement, l'ensemble du secteur aura été très aidé à comparer à d'autres pays dans le monde ou pays européens pendant cette période. Donc la reprise, elle est là. Elle est dure parce qu'en fait, on vient empiler aussi d'autres mini-crises. C'est qu'on est passé de problématiques de fréquentation à problématiques d'énergie, à problématiques de salaire, à inflation, et on pourra peut-être parler du prix des places après. Donc c'est des cumuls de mini-crises qui s'additionnent dans un temps long. Mais néanmoins, la fréquentation, là, revient. Et oui, je partage en fait cette analyse qui, je crois, commence à faire un peu consensus sur l'idée que 2023 risque d'être une année assez formidable, et en tout cas avec un vrai retour à des fréquentations où, pareil, on se compare toujours à 2019, mais il faut rappeler que 2019 était une année exceptionnelle en termes de fréquentation, et donc même si on se comparait avec une moyenne d'années précédentes, on est tranquillement en train de repasser au-dessus. Un petit mot complémentaire, si vous voulez bien. Les parts de marché des films, des salles à essai et des circuits MK2 et ULGC sont plus importantes que leurs concurrents. Pourquoi? Parce qu'ils sont moins dépendants du cinéma américain. Donc concrètement, paradoxalement, dans une période dans laquelle l'offre américaine est médiocre, la diversité est l'élément majeur de soutien de la fréquentation. Et ce sera mon discours constant. Il n'y a pas de solution alternative. Si on veut conserver notre volume d'activité, notre attractivité, c'est la diversité de l'offre. Justement, Elisabeth, les états généraux du cinéma, c'était l'expression surtout de l'inquiétude de l'écosystème, de l'industrie du cinéma
français. Qu'est-ce que vous constatez sur le succès des films français qui sortent en ce moment? Est-ce que vous pourriez, je sais pas, donner des exemples de succès inattendus, ou alors est-ce qu'ils sont peut-être seulement des retours à la normale de films français? Alors moi j'ai envie de partager l'optimisme de mes voisins, parce que ce soit chez nous, chez Media One, on vient de sortir un film novembre qui va être derrière un film UGC, le deuxième film de l'année, puisqu'on va dépasser 2,3 millions d'entrées. Mais même quand on regarde des films plus auteurs, on a un mois d'octobre avec L'Innocent de Louis Garrel qui va faire 700 000 entrées pour un budget inférieur à 4 millions. On a Les Enfants des Autres de Rebecca Lozowski qui fait 400 000 entrées. On a Mascarade, mais c'est pour le coup un plus gros budget. Ou Revoir Paris, Anis Vinocourt, plus de 500 000 entrées. Elle n'a jamais fait autant d'entrées. Donc, et qui est un film absolument formidable. Donc voilà, donc aussi bien sur nos films que sur les films des autres films français, moi je partage tout à fait l'optimisme. Je le partage d'autant plus qu'on a un line-up de 2023 qui est très riche. On a un gros film, enfin 2 gros films qui sortent, puisque on a les 3 Mousquetaires, les 2 opus qui sortent en avril et en décembre. Mais on a aussi beaucoup de films dans la veine de Revoir Paris. On a Les Chemins de Pierre, l'adaptation du film de Céline Tesson. Donc on a un line-up très riche et très diversifié en 2023. Et moi aussi, je veux partager cet optimisme de retour en salle du public, aussi bien les jeunes que les moins jeunes qui sont allés voir Novembre, par exemple. On avait les 2 types de publics. Et donc je suis absolument optimiste sur l'année 2023. Je me permets juste une précision, c'est que ce n'était pas des états généraux, c'était des appels à des états généraux organisés par le gouvernement, ce qui en soi porte quelques contradictions, puisqu'il y a plein de choses à revoir et il y a plein de solutions à proposer, mais l'idée d'en appeler encore une fois au gouvernement pour essayer de régler nos problèmes ne me semble pas tout à fait la bonne voie. D'accord. Merci pour cette précision. Manuel, est-ce que vous êtes un petit peu plus... enfin, j'imagine que vous voulez aussi partager l'optimisme, mais est-ce que vous êtes un petit peu plus pessimiste ou... Et peut-être, est-ce que, selon vous, il y a un sujet sur le prix des places qui a été aussi en débat récemment? Le prix des places, travaillant pour France Télévisions, service gratuit, enfin payé par vos impôts, je ne vais pas trop rentrer sur le sujet des prix des places. Voilà. Non, je peux partager l'optimisme à court terme, le court terme étant l'année prochaine, mais sur le temps long. Il me semble qu'il y a quand même 2-3 paramètres qui ne sont pas résolus. Pas le prix des places. Le premier, c'est le cinéma américain et les œuvres américaines en général qui sont moins présents dans nos lieux de sortie. Donc il y en a moins au cinéma, dans les salles de cinéma, il y en a moins à la télévision. Pourquoi ? Parce que ces œuvres sont préemptées par les plateformes. Et donc le deuxième souci qu'on peut avoir à moyen terme, qui est un souci qu'on a au sein de France Télévisions, compte tenu de l'âge de notre public, c'est comment intéresser et renouveler notre public à horizon 10-15 ans, si ce que les vingtenaires, trentenaires d'aujourd'hui regardent est de moins en moins accessible dans nos salles. Et bon, je mets France Télévisions comme étant une salle de cinéma, même si on est une chaîne de télé gratuite dans le dernier wagon de la chrono des médias. Donc le renouvellement du public, si le cinéma français, c'est-à-dire les gens qui créent, qui produisent et qui sortent les films français nationaux, n'évolue pas un petit peu, je pense qu'à moyen terme, moyen-long terme, on ne va pas pouvoir tenir ce pari du renouvellement des publics. Parce que notre cinéma national, il reste très très attractif pour un public plutôt âgé, plutôt vieillissant, sur lequel nous sommes totalement tous investis, et on va continuer de le faire. Donc ça, ce pari-là, moi j'ai été frappé, les débats sur la chrono des médias par exemple, ce sont des débats sur, aujourd'hui, l'accès des chaînes gratuites au cinéma américain de plateforme. C'est ça le débat de la chrono des médias, c'est très bizarre, mais si imaginez que ce débat un jour se pose sur les salles, est-ce que les salles auront encore accès à Wakanda, Avatar 4, pas le 2, etc. Et si la réponse est pas toujours, je pense qu'on aura un souci. Et je rejoins Alain, c'est une question de diversité de l'offre. Donc moi, à moyen terme, je ne suis pas très optimiste parce que je trouve qu'on n'a pas trouvé encore une réponse collective au sujet du renouvellement du public. Voilà.
Ok. Et Henri, peut-être est-ce que vous pourriez faire un point sur l'état de la production en ce moment, puisqu'il y a eu une interruption assez longue. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un rythme de projet qui a repris totalement sa rapidité normale et où est-ce qu'il y a encore du retard? Donc, est-ce que c'est la bousculade? Comment ça se présente? Je vais essayer de répondre peut-être un peu différemment. Je vais répondre un peu à la question de mon prédécesseur, qui ne pouvait pas répondre pour des raisons personnelles, on va dire, ou en tout cas liées à son job. Moi, je crois beaucoup à la diversité des films, comme il a été souligné. Je pense que notre industrie a été sauvée par le gouvernement, le gouvernement a eu raison de la sauver, parce que c'est une industrie, justement, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est plus le cas en Italie, on peut le pleurer, mais c'est comme ça, ce qui est beaucoup moins le cas en Espagne, aussi, en tout cas dans le sud de l'Europe, et dans le reste de l'Europe, il n'y a pas du tout l'organisation qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc la diversité des films, c'est une chose. Je crois beaucoup à la diversité des salles aussi. Je pense que le public jeune ne demande pas tout à fait les mêmes choses qu'un public un peu plus âgé, et que c'est la diversité de cette offre qui fait notre industrie, notre culture. Le prix des places, le prix moyen est à 8 euros, inférieur à 8 euros. Moi, ma problématique aujourd'hui, c'est de dire qu'il y a une nouvelle crise qui s'annonce. Nathanaël l'a esquissé, c'est la crise énergétique. Donc ça touche directement les salles. C'est des factures énormes qui sont devant elles. Donc aujourd'hui, rogner sur le prix des places, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Aujourd'hui, il va falloir assumer les factures, parce qu'une salle, c'est climatisé. Une salle, c'est... Donc en fait, notre problématique est surtout aujourd'hui d'isoler les salles, de faire les investissements nécessaires de manière à ce qu'ils correspondent à ce que demande tout le monde, c'est-à-dire qu'ils soient sobres, que les salles soient sobres énergétiquement. Et il va falloir financer tout ça sur, bien évidemment, des entreprises qui ont été alourdies par la crise. La crise a alourdi la dette de tous les exploitants de cinéma. Ils ont été fermés pendant une durée incomparable par rapport aux autres secteurs. Ils ont beaucoup souffert. Ça a été très dur. C'était la première fois depuis 100 ans. Il faut se rappeler que les salles n'avaient jamais fermé avant. Même pendant la guerre, elles étaient ouvertes tous les jours. Donc c'est assez étonnant, mais voilà, on a abîmé un peu nos groupes, la crise a abîmé nos groupes, et ils ont besoin d'investir pour justement se mettre à la page énergétique, c'est ça le sujet aujourd'hui. Bon, d'un autre côté, alors, je ne sais plus quelle était la question d'origine, je crois que j'ai détourné un peu les choses. La question, c'était le rythme de production actuel des films, et peut-être le rattrapage des retards Covid. Alors, le rythme de production des Américains n'est pas le même que celui des Français. Non, je parlais pour le cinéma français. Ouais. Alors, dans le cinéma français, c'est assez curieux, mais en fait, la crise n'a pas arrêté la production au départ, ou très peu de temps, dans les 3 premiers mois de confinement. Et très vite après, ça s'est réorganisé. On a tourné beaucoup de films. La seule chose, c'est qu'en effet, comme les salles étaient fermées de manière intermittente, il y a un certain nombre de distributeurs qui ont pris des risques, beaucoup de risques l'année dernière, qui ont sorti des films, ce qui leur a coûté relativement cher d'ailleurs, dans une certaine mesure. Il y en a qui ont fonctionné, mais pas tous. Et puis surtout, il y a des décalages de films. Il y a eu beaucoup de décalages de films par la suite, qui ont fait qu'en effet, il y a un certain nombre de bons films qui ont attendu pour sortir. Alors, j'ai pas forcément, novembre n'est peut-être pas forcément le bon cas, puisque en effet, lui, il a été tourné relativement rapidement. Mais il y a un certain nombre de bons films qui ont attendu, ce qui fait que la fréquentation, vous allez au cinéma quand les films sont très bons, c'est la réalité. Donc la fréquentation était en berne. Nous, on a considéré que ce qui était important, c'était d'accompagner nos clients. On n'a jamais eu le moindre doute sur le fait que tout le monde revienne en salle. La salle, c'est l'opposition à la consommation individuelle. Les plateformes, aujourd'hui, c'est un écran pour chaque membre de la famille qui regarde son programme tranquillement. Mais plus personne ne rigole devant un ensemble et avec du collectif, sauf dans la salle de cinéma. Et ça, on est sûr que ça marche, on n'a aucun doute. Les studios y croient, puisque les studios continuent à mettre en production. Ils ont des grands line-up qui sont en train d'arriver. Vous avez énormément de films qui arrivent l'année prochaine. Donc on n'a jamais eu de doute sur la fréquentation du cinéma et sur l'économie globale du cinéma. Ensuite, il faut prendre son temps, et c'est vrai que c'est très étonnant quand on lit la presse tous les jours. On se dit, mais ça réagit, c'est un marché qui réagit au film, au jour le jour. Il y a un film qui fait un échec, il y a toujours quelqu'un pour dire quelque chose qui est absolument dingue. C'est pas notre métier. Moi, je suis une banque, je suis là pour être stable et accompagner mes clients sur le long terme. Alors, on a tendance à dire chez nous, on était là il y a 100 ans, à la création du cinéma. En 1917, on a fait une émission obligataire pour une société qui s'appelait Eclipse. Et ben, on espère qu'on sera là dans 100 ans pour faire une émission obligataire pour un gros groupe de cinéma. Alain, je voudrais vous poser une question sur les menaces de Disney de se passer de la salle.
est-ce que vous pensez que maintenant, Disney a moins intérêt à proférer ce genre de menaces il y a, deux, trois chiffres sur nos anticipations de sortie de l'année prochaine. Okay. Juste en nombre, pour répondre tout à l'heure à la question. D'accord ? On a fait des simulations, elles valent ce qu'elles valent. Hein, pas bon. Mais enfin, sur les films américains anticipés à plus d'1 million d'entrées, en 2023, on en anticipe 34. Et en 2022, il y en a eu 17. Ça correspond exactement à ce que je viens de vous dire sur les décalages de production. Okay ? Qui n'est pas la caractéristique du cinéma français, qui, en raison d'initiatives prises par le CNC et par les compagnies d'assurance, on a permis de tourner pendant toute la période de Covid aux 2 mois près. Il faut le signaler, c'est un élément majeur du maintien à la fois des talents, de l'emploi et de l'équilibre général du secteur. Je signale simplement ça parce que c'est une initiative majeure et nous avons été les seuls à prendre cette initiative. Okay, d'accord. Et en ce qui concerne les films français, à plus d'1 million d'entrées, on en a fait 9, on a vu 9 en 2022, on en voit 16 en 2023. D'accord ? On se trompe peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, l'attractivité des films dont je viens de parler, qui est la conséquence elle-même de ce qui a été vu au Congrès des exploitants et tout, fait que c'est la démonstration que l'offre de l'année prochaine sera riche. Après, Manuel dit, on a un enjeu majeur, c'est comment on fait évoluer la production pour que l'attractivité demeure, toute génération confondue. Incontestable. Et là, paradoxalement, je pense que les plateformes sont une chance. C'est-à-dire que fondamentalement, la concurrence est un élément de créativité. Et face à voilà, moi je suis absolument convaincu de ça. Je suis absolument convaincu que le cinéma français et le cinéma européen a besoin d'être dynamisé dans sa créativité, dans ses initiatives, dans ce repositionnement. Et en la matière... Vous voulez dire dans les genres, hein, c'est ça, dans les genres de films dans la nature des films, dans l'idée qui sont faites, dans les talents qui sont utilisés. Okay. Mais c'est étonnant, si vous voulez. Je vais vous prendre un exemple d'un succès de l'été. Il n'y a personne de connu dedans. Ça s'appelle La Nuit du 12. Hein, on connaît la fin. C'est l'histoire d'un mec qu'on ne sait pas, on ne connaît pas la solution sur l'enquête. Le film est un des grands succès qui a traversé tout l'été. Okay ? Inventer, créer, ne pas répéter, ne pas croire que les solutions des cuisinés il y a quelque temps sont la solution ad vitam. Et une des faiblesses du cinéma américain, c'est justement celui probablement de trop se cantonner au sérieux et au spectacle à dire. Moi, j'espère que le cinéma américain va lui-même se réinventer. Et donc, à ce titre-là, fondamentalement, je crois que cette industrie, qui est une industrie de l'offre, est une industrie qui est contrainte à s'imaginer. Et là-dessus, les SMAT sont une opportunité. Okay. Pourquoi est-ce que vous êtes un peu plus sceptique, Manuel ? Non. Alors, c'est peut-être pour préciser, aujourd'hui, les plateformes, en fait, enfin, le titre de ce panel est amusant parce que les plateformes, elles n'ont pas besoin et elles n'ont pas beaucoup de cinéma, Disney+ mis à part, qui est très centré sur le cinéma. En fait, Netflix est arrivé avec 11 millions d'abonnés en France sans avoir une offre de cinéma majeure. Donc, le cinéma n'est pas très présent dans les offres à la demande. C'est plutôt la série, c'est plutôt le documentaire, c'est tous les autres genres de programmes. Donc les plateformes, elles vivent sans le cinéma. On leur a donné une place dans la chrono parce qu'on avait besoin aussi de leur argent et qu'elles avaient envie d'investir dans la création audiovisuelle également française. Donc là où je rejoins Alain, c'est que ce que les plateformes offrent aujourd'hui challenge l'industrie du cinéma en tant que telle, pas nécessairement sur des films, sur l'ensemble de leur offre. Elles font des choses qui sont plus représentatives de la société, avec plus de parité, à l'inverse de ce panel, par exemple, avec des acteurs, des actrices, des narrations qui sont plus en phase avec le public. Et donc oui, ça titille, ça nous titille tous, quoi, ça nous challenge. Mais c'est pas exactement sur le cinéma. On a quand même un enjeu juste sur le genre cinématographique, de le voir prendre sa place dans l'évolution. Sinon, il va être obsolétisé, il va être comme la musique sur vinyle. Ça existe toujours, mais bon, c'est pas... Il y a une concurrence sur la notion de fiction.
sur le fait de raconter des histoires, de trouver une problématique pour qu'à ce moment-là, les gens viennent, et ils viennent soit chez eux, soit en salle de cinéma. C'est un autre débat. Mais à un moment, l'attractivité du cinéma doit être encore plus grande, puisqu'elle demande un effort, qui est celle de la rupture. Okay. Avant de revenir à la question de Disney, que je n'oublierai pas, ouais, je voulais justement rebondir sur l'aspect, les plateformes maintenant sont entrées dans les obligations de financement du cinéma français. Est-ce que ça a déjà beaucoup changé les choses? Et peut-être qu'Elisabeth pourrait nous en parler. C'est nouveau depuis le début de l'année, donc on n'a pas encore beaucoup de recul sur le sujet. Après, nous, en cinéma, on a travaillé avec les plateformes, mais plutôt à l'étranger. C'est-à-dire que si je prends l'exemple d'un film France Télévisions comme Bac Nord l'année dernière, qui a été un succès sale extraordinaire, qui avait été repoussé d'ailleurs à cause c'était un des exemples qu'on avait repoussé. On fait 2,2 millions d'entrées, financées grâce à France Télévisions, à Canal et à Studio Canal, qui ont fait un travail remarquable. Et on a trouvé un deal win-win, puisque en France, ça a été le succès français et ça a bénéficié à l'ensemble de l'écosystème français. Et ça a été vendu après pour l'international sur Netflix, ce qui a donné au film une audience internationale qu'il n'aurait peut-être pas eu. Donc ce genre d'exemple, c'était quelque chose qu'on avait déjà fait. En fait, on l'avait déjà fait en série. Par exemple, on l'avait fait sur 10%, qui est aussi une série France Télévisions, pareil, financée et distribuée par France Télévisions. Et c'est un énorme succès populaire en France et qui devient un hit mondial récompensé par un Emmy Award. Parce que repris à l'international par Netflix. Donc on en a d'autres. Cette année, enfin l'année prochaine, on finance un de nos plus gros films d'animation qui est le film Ladybug qui va sortir donc l'année prochaine. En France, on a M6 et SND comme partenaires. En Allemagne, on a la chance d'avoir Studio Canal. Donc il va y avoir des sorties salles. Mais c'est un budget très très ambitieux, à plus de 60 millions d'euros. Donc pour le financer, on est allé aussi chercher à l'international, en préfinancement, une plateforme pour pouvoir combler le gap. Donc on a ce genre d'exemple pour l'instant très vertueux, où on arrive à combiner le cinéma et les financements traditionnels du cinéma en France avec des sorties salles et puis le bénéfice d'une plateforme à l'international. Ok, alors on peut enchaîner maintenant sur les conséquences des plateformes sur l'industrie du cinéma. Alors, je repose ma question sur Disney. Est-ce que cette menace qui n'a pas été mise à exécution sur elle l'a été pour le film d'animation de Noël, mais pas pour Black Panther. Est-ce que vous pensez que c'était très conjoncturel et que ça ne devrait pas se reproduire? Alors, je voudrais quand même attirer votre attention sur ce qui vient de se passer chez Disney, quand même, qui est quand même une formidable réponse à la question que vous posez. C'est la guerre des Bobs. Okay. On est dans un schéma dans lequel il y a un homme qui a dirigé cette boîte depuis 2 ans. Elle a perdu 40% de sa cotation en bourse. Et elle a perdu 4 milliards sur le développement de Disney+. Okay. Et le conseil d'administration, le surlendemain du communiqué des résultats, est allé rechercher son prédécesseur, qui est le grand patron historique de Disney. Il y en a 2, okay, dont lui. Et c'est lui qui a acheté Lucasfilm. C'est lui qui a fait les Marvel. Okay. C'est lui qui a fait l'attractivité de Walt Disney d'aujourd'hui. Okay. Ce mec-là, je crois qu'il a compris un truc, c'est que pour valoriser les plateformes, c'est pas stupide d'avoir des programmes qui sont valorisés en antériorité et qui ont par ailleurs gagné beaucoup d'argent. Parce que les 4 milliards de pertes dont je viens de parler sur l'année... C'est 4 Marvel au cinéma. Comment? C'est les Marvel, ouais. Évidemment. Mais les 4 milliards de pertes des SMAD n'intègrent pas les moins-values qui sont la conséquence de la sortie de films qui étaient prévus au cinéma et qui finalement sortent sur la SMAD. Je vous donnerai le caricature de tout, c'est Soul. C'est un film Pixar qui aurait probablement dû faire entre 800 millions et 1 milliard de recettes monde. OK ? Je suis désolé, mais c'est la démonstration de l'intérêt du cinéma. Le cinéma, c'est 2 choses. C'est une rentabilité
et une notoriété. Et c'est cette notoriété qui organise derrière la commercialisation sur d'autres supports. Je vais vous citer la dernière déclaration du PDG de Warner. Warner vient de dire « Les films qui font 1h30 à 2h, si on ne les a pas sortis en salle de ça, il n'y a aucune attractivité pour notre plateforme et on ne trouve aucune identification et aucune fidélité. » Donc voilà, je veux dire, ces gens sont des pragmatiques. Ils ont eu à lancer un nouveau service face à une position monopolistique de Netflix, dominante, plus exactement Netflix, les autres étant en retard. Tout le monde a cru que c'était l'Eldorado. Aujourd'hui, la concurrence fait ravage. Les prix, on est obligé de faire de la pub maintenant pour... OK. Et après, il faut bien comprendre qu'on est dans une période de fusion des métiers. Et ça, Manuel va complètement m'accompagner là-dessus. On est dans un schéma dans lequel les opérateurs linéaires deviennent progressivement des opérateurs non linéaires. Donc linéaire, ça veut dire avec une programmation et une offre programmée vis-à-vis du spectateur. Non linéaire, ça veut dire une offre de programme, charge à vous de le choisir. Qu'est-ce qui se passe ? Il y avait payant et non payant. Ben maintenant, le payant devient un peu non payant. C'est la SVOD par rapport à la SVOD. Premier point. Deuxième élément, les grandes chaînes hertziennes ont des plateformes qu'elles veulent développer, sur lesquelles elles veulent faire à la fois du preview, du replay et une organisation qui se rapproche étonnamment du SMAT, c'est-à-dire une présence sur une durée longue du programme. Donc on est dans une mécanique qui d'ailleurs pose un véritable problème en termes de réglementation. On vient de construire une réglementation depuis 1 an et demi sur une obsolescence. L'obsolescence, aujourd'hui, le marché n'a plus aucun sens de distinguer entre le hertzien, la TNT et la théorie, la mécanique des Wi-Fi et l'organisation de ce qu'est aujourd'hui le mode de communication de toutes les télévisions. On est passé d'une économie de la rareté en termes de fréquence à une économie illimitée. Eh bien, il faut repenser l'ensemble des réflexions et des obligations dans ce cadre. Et là, il y a du boulot. Nathanaël, peut-être, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et est-ce qu'on a l'impression que ce qu'on pourrait appeler le cinéma d'auteur mainstream américain saute beaucoup plus l'étape de la salle? On voit par exemple le film de Noah Baumbach, White Noise, qui va sortir directement sur Netflix. Et il y a eu pas mal d'échecs des films de ce genre d'auteurs mainstream ces dernières années. On a l'impression que ces films-là américains sont sur le point de sauter l'étape de la salle. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas le cas et que les opérateurs américains vont devoir revoir leur stratégie? Alors, désolé, ça va faire explication un peu compliquée, mais en fait, le problème, c'est un problème du cinéma indépendant américain tout court. Ce n'est pas le problème des plateformes, etc. Globalement, aujourd'hui, il n'y a plus de cinéma indépendant américain puisqu'il n'y a plus de préfinanceurs, justement. Il n'y a plus de chaînes de télévision, il n'y a plus de réseau de salles, il n'y a plus de distributeurs prêts à préfinancer ces films indépendants américains, donc on va dire qu'ils se situent entre 5 et 25 millions de dollars pour faire large. Aujourd'hui, c'est devenu totalement privatisé, donc financé par des fonds privés, avec aussi une législation sur le travail assez différente de la nôtre. Et globalement, c'est un grand casino, puisque vous financez votre idée, vous espérez aller à Sundance ou dans un festival, et que là, le miracle capitaliste se fera, et que Netflix vous achètera très cher votre film et vous mettra à l'abri. C'est globalement comme ça que ce marché est organisé depuis quelques années. Et donc, en fait, ces films-là sont là par impossibilité d'aller ailleurs. En tout cas, par impossibilité de ces producteurs à vouloir aller ailleurs aussi. Aussi, pour nuancer un peu, c'est parce que c'est plus facile de vendre à une seule personne qui, après, vous dit « vous aurez un succès mondial ». Après, ce qu'on peut constater, c'est que pourquoi la salle ? Roma, le premier de tout cela, c'était Roma. Roma, aujourd'hui, il y en a peut-être quelques-uns qui s'en souviennent parce qu'on s'intéresse au secteur des médias, mais sinon, c'est un film oublié. Aujourd'hui, il est dans les limbes de l'algorithme de Netflix, il n'en sortira pas. Et c'est un film, globalement, qu'on ne reverra pas. Donc, c'est un film oublié, qui a fait événement à un instant, mais qui est oublié. Même les grands films de grands auteurs là, qui sont sur les plateformes, le niveau d'attente, d'envie pour un public cinéphile qui va en salle est beaucoup moins là. Donc le problème de l'attractivité du film posé sur la plateforme a un vrai problème à exister. Donc la création de valeur du passage par la salle est un point important, mais c'est vrai que ce passage est coûteux parce qu'il y a du marketing, il faut préparer les films.
Après aussi, pour nuancer le pouvoir immense de la plateforme dans sa mondialisation et donc sa capacité à créer un succès mondial, c'est que, en fait, il y a aussi des exemples, et certains autour de la table en fait sont bien placés pour le connaître, qui disent que le vieux monde en fait arrive à créer les mêmes succès. Je pense que le bon exemple, c'est HPI, grand succès français, mais grand succès mondial aussi en termes d'audience partout sur des chaînes classiques, en tout cas chaînes hertziennes, un peu partout dans le monde. Donc, toujours un peu par élément de facilité, on a vite tendance à dire le monde des plateformes a balayé tout le reste, alors que la réalité, c'est que nos bonnes vieilles chaînes hertziennes, un certain nombre de plateformes, des opérateurs par pays, résistent bien, voire très bien, et dans un univers de concurrence où eux n'ont pas eu des milliards de pertes, n'ont pas perdu d'argent pendant des années, ne sont pas dans la crise que les plateformes vont commencer à connaître. Donc c'est un système complexe, il y a c'est une industrie de prototypes. Donc chaque film a sa propre histoire et sa propre histoire de financement, de succès ou d'insuccès. Ce qui est vrai, c'est que c'est comme beaucoup de choses plus dur qu'avant. Les succès sont là et les échecs sont plus durs. Le truc moyen qui marchait à peu près avant n'existe plus vraiment. Qu'on a une bataille de l'attention tous, dans les médias, dans le nombre de livres qui sortent, le nombre de concerts, le nombre de films et le nombre de sollicitations qu'on a. Donc émerger est devenu plus dur. Mais il y a encore des contre-exemples à tous les étages. Et donc sur ces films américains, ils ont un problème de production chez eux. Et encore une fois, à l'intérieur de ça, il y a plein de belles surprises et plein de belles choses qui se passent, et notamment parce que ça regagne les marges. Et je finis avec ça, mais un exemple sur ce qui, par exemple, une question qu'on pourrait se poser. Le succès le plus méconnu sur les jeunes en salle de l'été, c'est un film qui s'appelle Demon Slayer. Et globalement, l'ensemble de la Japanime, donc les films animés pour adultes, japonais ou coréens, sont des grands succès sur les plateformes, ont été popularisés beaucoup par les plateformes, et sont des énormes succès en salle. Énormes. Qu'avec des jeunes qui ne sont pas forcément nos clients habituels en salle. En France, on a une grande qualité, c'est qu'on est, beaucoup grâce à Media One, mais très très fort sur l'animation, très très fort sur l'animation jeunesse. On est parmi les premiers exportateurs mondiaux de cette catégorie de films. On est assez fort sur les jeux vidéo aussi, mais sur le secteur animation adulte, on est nulle part. On n'en produit pas. Notre système n'est pas adapté pour, et donc on n'a pas les talents, on ne les retient pas, on les laisse partir ailleurs. C'est la question, par exemple, qu'on se pourrait poser sur la reconquête des publics. L'autre tradition du cinéma français, c'est de savoir s'exporter, de savoir parler de manière universelle et de savoir s'adresser à un public mondial assez rapidement. C'est ces petites choses-là qu'on est en train de perdre. Donc il y a plein de solutions, mais il faut aussi regarder les problèmes là où ils sont, ce qui est de dire est-ce que le cinéma français a vocation à rester éternellement un cinéma de vieux pour la salle? Je ne pense pas. D'accord. Je ne sais pas si il reste 10 minutes à peu près. S'il y a des questions dans la salle. Alors. Je ne vois pas. De toute façon, je ne les verrai pas. Mais alors, si je vois une main qui se lève là-bas. Merci. Bonjour à tous. Merci pour vos interventions aujourd'hui. J'ai une question toute bête. Le cinéma est une fête, ça on le sait. Quid des infrastructures à haute technologie type 4DX pour que aller au cinéma reste une fête? Est-ce que vous comptez miser dessus encore plus différemment? Je vous réponds très, très rapidement du coup sur ce sujet. On a commencé dans les fêtes foraines, puisque le cinéma est un art forain. Donc, pourquoi pas? Après, il y a une différence de stratégie sur les sujets de 4DX, c'est que, pour moi, ça va un peu trop vers la fête foraine, et vous en arrivez à des absurdités, et c'est vrai un peu partout dans le monde, et particulièrement porté par Pathé, qui est choisissez votre salle et votre technologie plutôt que le film. Et qui mise aussi sur un autre sujet, qui est le film Disney une fois dans l'année, donc sur une clientèle, et des spectateurs qui vont une fois de temps en temps au cinéma, et non pas qui y vont régulièrement. Donc c'est une voie, c'est bien que ça existe, c'est absolument pas la seule. Et tout le monde n'est pas du tout en quête de gros fauteuils dans lesquels on s'endort et de 4DX et de pizza servie avec de la bière à la place. C'est un modèle, c'est bien qu'il existe, mais ça n'est pas le seul. Merci. Moi, je ne crois pas du tout que la motivation d'aller au cinéma, ce soit d'avoir des fauteuils et de la bière. C'est d'abord l'attractivité. Désolé. Okay. C'est d'abord l'attractivité des films et la spécificité de la rupture avec le quotidien. Quand vous allez au cinéma, vous ne voyez pas de la même façon, même avec un grand écran chez vous, tout ce que vous voulez. À un moment donné, vous rentrez dans un lieu, vous avez fait l'effort de cette rupture et vous êtes pendant 2 heures ailleurs. Et bien, c'est ça le cinéma. Et la 4DX, pour compléter, c'est aussi une problématique de souveraineté. C'est qu'en faisant ces investissements d'équipement, en fait, vous sponsorisez et vous rendez votre salle exclusive quasiment au cinéma américain parce qu'il n'y a que ces blockbusters mondiaux qui sont capables d'être capables de passer dans ces formats. Donc, en fait, en faisant ça, vous transformez votre pays, vos salles, en un réceptacle à film américain et rien d'autre. La seule chance peut-être pour le très positif des SMAD pour l'ensemble francophone, c'est la capacité d'export. Parce que là-dessus, il faut leur rendre hommage.
Je veux dire, c'est une chance fantastique pour nous. Je pense qu'ils sont en train de faire tomber l'a priori des sous-titres et ils organisent la généralisation du doublage. Il ne faut jamais oublier que le cinéma américain, après la guerre, a gagné ses parts de marché avec le doublage. Okay. Eh bien, grâce aux techniques des SMAD, aujourd'hui, cinématographiquement et télévisuellement, on est dans un potentiel d'exportation qui est sans rapport avec antérieurement. Okay. Et ce qu'il disait sur HPI, il n'y a aucune ambiguïté. HPI a été vu par beaucoup plus de gens que l'adaptation d'Arsène Lupin. Hein. Il n'y a même pas de débat. On est dans la proportion de 1 à 100. OK ? Mais pourquoi ? Parce qu'on est dans un mécanisme où, grâce, quelque part, au travail fait par les SMAD, on arrive à vendre à l'ensemble des opérateurs, y compris les opérateurs traditionnels. Ok. Henri, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus ? Je pense que l'exportabilité, c'est un des gros enjeux. Notre secteur d'activité, autant au travers de la production que de l'exploitation, sort de cette crise plutôt plus fort que ses voisins et avec une vraie capacité à européaniser. Il y a un enjeu énorme. Aujourd'hui, les producteurs se baladent d'un pays à l'autre en Europe sans difficulté. Ils savent coproduire. En fait, c'est naturel. Si il y a un effort qui doit être fait, c'est sur l'exportabilité. On sait tous qu'on a un marché francophone qui est quand même pas très large, que de toute façon, on est tous amenés à passer d'un pays à l'autre relativement facilement. Et je pense que c'est la culture européenne qui va être au centre des prochaines années. De la formation de groupes européens me paraît très important sur la base de groupes français. Ok. On a une dernière question au premier rang. Bonjour, merci pour cette table ronde très intéressante. Tout à l'heure, Monsieur Karmitz faisait une remarque et j'étais arrivée à la même conclusion parce que Monsieur Alduy parlait du fait comment faire en sorte que le public jeune aille dans les salles et soit pérennisé. Donc, en fait, moi, je pense, effectivement, ça n'engage que moi, mais je vais au cinéma assez souvent. Je pense que ça passe effectivement par l'animation jeunesse, par l'animation adulte. Tout le monde sait que quand on a la chance d'avoir été au cinéma accompagné enfants ou ados, c'est des habitudes qu'on va garder par la suite, des bonnes habitudes qu'on va garder sur la durée. Et puis, une dernière chose... Quelle est la place de la diversité dans ce cinéma ? Monsieur Alduy parlait tout à l'heure de Wakanda. En fait, c'est Black Panther 2, Wakanda Forever. Et au passage, je dis simplement qu'un de mes frères a fait la voix française du roi des Jabari. Voilà, en mode de doublage. Mais ça, c'est un détail. Et donc, en fait, quelle est la place de la diversité dans le cinéma, qui soit financé, aidé ou pas ? Diversité, on entend beaucoup parler de diversité, on met tout et n'importe... Enfin, tout et tout, en fait, dans la diversité. Moi, je parle du côté multiculturel. Il y a un film qui vient de sortir, ça s'appelle Les femmes du square, Léa Drucker, Ahmed Silla, etc. Et je pense que ça peut être une belle surprise en termes de fréquentation. Et c'est une belle distribution, c'est une belle réalisation. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes les distributeurs et producteurs du film. Quelqu'un veut répondre à cette question ? Quelqu'un veut commenter ? Non. Ok. Merci beaucoup. Malheureusement, le temps nous est compté. Donc, je m'aperçois que j'aurais dû titrer l'inverse et que j'aurais dû dire comment les plateformes doivent se réinventer à l'ère du cinéma français. Donc, la conclusion est quand même optimiste pour les gens présents ici. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés. À bientôt. Au revoir.